Salut les petits loups, c'est X, bienvenue. C'est nul ça, salut les petits loups, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Non, faut que je vous trouve un nom là, parce que ça va pas du tout. Salut à vous, voilà, faisons simple. C'est X, bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'hier, oui, parce qu'en fait hier je vous ai monté et posté une vidéo. Le problème c'est que peut-être que celle-là va sortir demain, du coup. On recommence. Dans la vidéo d'avant-hier, je vous expliquais pourquoi j'avais choisi le système DJI et pourquoi j'y étais passé. D'ailleurs, entre-temps, nous sommes passés à 8000 abonnés, ce qui est un truc de dingue. Voilà, vous arrivez de plus en plus vite, c'est fou. Merci encore d'être aussi nombreux. Et dans cette vidéo, du coup, celle d'aujourd'hui, nous allons voir comment monter un quad DJI. Je vais vous montrer qu'au final, il n'est pas forcément indispensable de changer de frame. On peut garder une frame classique, parce que personnellement, je trouve que les frames HD sont très moches. Sauf deux, il y en a deux que j'ai trouvé quand même pas trop mal. Et en plus, elles sont françaises, donc il faut en parler. C'est le Vega FX, je crois, de Fred Dauch, qui est très bien pensé, qui a une architecture variable. On peut changer, passer en squelch, stretch, etc. Qui est vraiment bien. Et le AK-47 HD, qui a été développé par David Aspen, de la team Mistral. Et voilà, ces deux-là, c'est peut-être les deux seuls quads HD que je trouve beaux, qui gardent des proportions à peu près normales, et je les trouve vraiment stylés. Mais à part cela, j'aimais pas trop les frames HD, du coup, j'ai pris des frames normales. Donc je vais vous montrer ça un petit peu, voilà, au cours de cette vidéo, comment on peut monter un quad classique et y foutre un KDX Vista ou un Air Unit de chez DJI. Avant ça, on va peut-être parler un petit peu du FPV analogique et du FPV numérique, ce qui les différencie, et faire peut-être une petite historique rapide. Parce que c'est vrai que souvent je parle de choses très techniques, parce que c'est vrai que je ne pense pas forcément aux débutants ou aux gens qui ne pratiquent pas du tout notre hobby, mais qui regardent les vidéos juste parce que ça les intéresse et qui veulent avoir quelques informations en plus pour éventuellement s'y mettre. Donc on va un petit peu essayer de vulgariser et de voir un petit peu tout ça. Donc déjà, commençons par le commencement. Qu'est-ce que le FPV? Le FPV, c'est ce qu'on appelle du First Personal View. En gros, c'est de la vue à la troisième personne, de la vue subjective. En fait, le principe est très simple. C'est qu'on prend un quadcopter, voilà, comme ici. Alors oui, effectivement, on dit ça vulgairement, on les appelle vulgairement des drones, mais ce ne sont pas des drones, ce sont des quadcoptères, voilà, avec 4 hélices. On a aussi des hexacoptères, pardon, pour ceux qui en ont 7, ou des, attention le fil, des octocoptères comme celui-là, voilà, qui a 8 hélices. Il y a même des décacoptères qui ont 10 hélices. Là, j'en ai pas sous la main, malheureusement. Donc, voilà. On se contentera ici d'un quadcoptère qui est là. Donc le but, en fait, c'est d'avoir un système analogique ou numérique qui envoie l'image d'une petite caméra comme celle qui est ici, vers une paire de lunettes ou un masque, voilà, qui envoie l'image directement devant les yeux, et ce qui permet en fait de voler exactement comme si on était installé à l'intérieur du drone. Sauf que on est en sécurité, on ne risque rien, et malgré ça, on a des gros shoots d'adrénaline parce qu'on peut vraiment se donner des sensations fortes avec ce genre de petite machine. Voilà. Donc le FPV, d'ailleurs qui n'est pas réservé seulement qu'au quad, hein, on peut faire du FPV sur un bateau, sur un avion, sur un hélico, sur une voiture RC, sur n'importe quel engin qui est radiocommandé, vous pouvez totalement le mettre en mode FPV. Voilà, donc il me semble que les premières expériences de FPV pour le grand public, il me semble que ça date de 1980. J'avais vu des images, il n'y a pas très longtemps, là, d'un gars qui faisait du FPV avec un avion dans les années 80. Donc ça date, hein, c'était il y a plus de 30 ans. Donc c'est une pratique qui est assez ancienne. On peut dire que tous les rovers qui sont envoyés sur la Lune, sur Mars, etc., c'est du FPV, hein, puisqu'il est commande à distance à l'aide de caméras. Voilà, donc on peut même faire du FPV interplanétaire, et ça c'est incroyable. Mais c'est pas le sujet, donc ne nous égarons pas. Mais bref, le FPV c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Bien évidemment, vous vous doutez bien que pour faire du FPV en tant que particulier en 1980, on faisait avec ce qu'on avait à disposition. Donc, de l'analogique.
voilà, qui était beaucoup plus répandu à cette époque. Donc on utilisait un signal vidéo analogique qu'on réceptionnait sur un écran, etc. et on pilotait comme ça. Les systèmes de transmission vidéo HF numérique existent depuis plusieurs années, même peut-être plusieurs dizaines d'années déjà, et ça a été utilisé principalement en télévision, au cinéma, tout simplement pour retransmettre des images avec des protocoles numériques vers une régie ou du monitoring. Par exemple, moi, j'utilise depuis plusieurs années des systèmes HF numériques pour, par exemple, quand je suis en temps réel, quand j'ai un cadreur ou un steadicammer qui opère, ben moi je suis tranquillement à l'aise, un peu en retrait, et je peux regarder ce qu'il filme sur un écran, voilà, de manière, enfin à distance, histoire d'être isolé, d'être bien concentré sur le cadre et de ne pas être perturbé par mon environnement extérieur. Ça s'utilise beaucoup comme ça. Je peux aussi l'utiliser quand je suis assistant cam sur une production, où je dois m'occuper de faire le point sur la caméra, c'est-à-dire que je dois m'occuper de la netteté de la caméra, voilà, à distance. Donc j'ai un steadicammer ou un cadreur qui opère, et moi, je suis un peu en retrait, et je m'occupe de faire le point pour que l'image soit nette. Voilà. Typiquement, c'est le genre d'utilisation qu'on a de système HF de transmission numérique de vidéo dans le monde professionnel. Le truc, c'est que ce sont des systèmes qui sont relativement onéreux, ils sont gros, voilà, pour qu'ils soient performants, ils sont assez gros, et donc c'est pas du tout adapté à notre hobby. C'est vrai que l'analogique, ça existe depuis tellement de temps, depuis des dizaines d'années, donc du coup ça a été miniaturisé, ça a été amélioré, optimisé, et donc on peut avoir des systèmes qui sont très petits et très performants. La HD, enfin la transmission numérique et en plus HD, vu que c'est plus nouveau, c'est moins optimisé et c'est plus gros. Et c'est vrai que ça fait que depuis quelques années que ça a pu être amené au grand public. Pour vous donner une petite idée, voilà, les premiers qui ont réussi à faire vraiment un système exploitable pour notre hobby du FPV, c'est Amimon, qui ont sorti le ProSight, qui est ici. Vous voyez que c'est un transmetteur, en fait c'est ce qui envoie l'image de la caméra vers les lunettes. Donc c'est un transmetteur qui fait à peu près, ouais, je dirais, entre 5 et 7 mm d'épaisseur, et un bon 6 cm, vous voyez, de longueur. Donc c'est pas très gros en soi, c'est pas très gros, mais il faut réussir à le caler dans une frame. Voilà. Donc c'est le premier système qui est sorti, et ça coûtait quand même une blinde, et c'est pour ça qu'il n'a pas eu une réussite commerciale de fou. Voilà, fallait quand même réussir à le rentrer dans la frame, ça coûtait cher, je crois que c'était, je sais plus, peut-être 600 ou 700 euros le récepteur qui est là sur le mur, plus le combo caméra et émetteur, donc c'était quand même assez cher. Voilà, c'était gros, et ça n'a pas eu un succès de fou. Voilà. Ensuite, nous avons donc DJI qui a sorti l'été dernier ceci. Voilà, il est monté, j'en ai pas de démonté, mais en gros, vous voyez là, l'émetteur il est ici, là en gris. C'est plus compact, c'est moins long, mais c'est plus épais. Et la caméra qui, elle, par contre, est plus petite. Voilà. Et on a les deux antennes qui sont ici. Qui a eu un franc succès. Alors, pour vous montrer un petit peu la taille du numérique par rapport à l'analogique, je vais vous montrer. Tiens, ça va être l'occasion de parler d'autre chose. De ma petite boîte de spare. C'est ce que j'ai dans mon sac en permanence. On va digresser un petit peu, hein, désolé, mais ça peut être intéressant, ça peut vous donner des idées. Voilà, c'est une petite boîte où j'ai un petit peu de tout pour pouvoir réparer sur le terrain. J'ai des XT30, des XT60, c'est les prises sur lesquelles on branche nos batteries sur le quad. J'ai de la visserie en 2 mm ou en 3 mm pour les stacks en 20-20 ou en 30 par 30. J'ai un petit Crossfire Nano en spare avec son antenne. J'ai des petits JST pour les prises FC. J'ai un ESC avec sa prise JST en spare, on ne sait jamais si j'en grille un. J'ai des condensateurs, j'ai des buzzers autonomes ou standalone à souder sur les FC. J'ai de la FC en rab, j'ai du 20-20, j'ai de la FC de Whoop, j'ai 2 Revelto SD. Ici, c'est la partie émetteur vidéo analogique, dont on va parler dans 2 secondes. J'ai ici des cloches moteurs et des écrous pour, si jamais je tords une cloche, voilà. Là, j'ai un petit adaptateur micro USB vers micro USB, n'importe quoi, micro SD vers USB type C pour pouvoir décharger mes cartes de GoPro ou tout simplement regarder mes images GoPro sur mon téléphone, voire même faire un petit montage que je pourrais mettre sur les réseaux sociaux directement. J'ai un câble OTG qui permet de brancher mon téléphone à mes cartes
soit en Falco X, soit en Betaflight, pour pouvoir les régler directement sur mon téléphone avec l'application SpeedyBee pour Betaflight ou l'application Falco X de chez Falco, voilà, pour régler mes cartes. J'ai du bec, voilà, du bec réglable pour pouvoir alimenter mes air units. Donc si jamais, parce que tous mes quads sont en 6S, si jamais j'en grille un, ben, j'ai des becs en spare, j'ai des petites LED aussi, voilà, dans ce petit compartiment, j'ai de la LED. Et bien évidemment, j'ai de la gaine thermo pour pouvoir faire des soudures propres et cacher mes câbles pour pas qu'ils soient isolés. Et ici, j'ai mon petit compartiment analogique où j'ai une petite antenne. Bon, elle fait la gueule, mais elle marche très bien. Voilà, j'ai des petits raccords MMCX pour brancher les antennes. Et ce qui nous intéresse, j'ai deux petits émetteurs analogiques qui envoient l'image de mes caméras analogiques vers mes lunettes. Attendez, je vais ranger un petit peu tout ça. On s'en fout, on rangera ça plus tard. C'est juste pour vous montrer la différence de taille. Ça, c'est un émetteur analogique. Vous voyez comment c'est petit, comment c'est super fin. C'est tout léger, ça pèse quoi, 10 grammes. Voilà, et c'est tout petit. Pour vous donner une idée, voilà. Entre l'émetteur numérique de chez ProSight et celui-là, vous voyez que ça fait peut-être un quart de la taille. Et du poids, pareil ici, vous voyez comment c'est gros et épais là, et là, comment c'est petit. Donc voilà à quoi ressemble un émetteur analogique. Bref, donc DJI a sorti le Air Unit et le système DJI FPV, qui en gros comprend une paire de lunettes, qui reçoit, donc il y a un récepteur intégré, un émetteur, avec sa caméra et ses antennes, et une radio pour ceux qui veulent. Il y a une radio aussi qui marche avec le système, qui permet de transformer l'émetteur en récepteur radio en même temps. Bon, bref. On a fait un petit peu le tour des transmissions analogiques et numériques de façon très large, mais pour que vous compreniez un petit peu quels sont les enjeux, à quoi ça sert, pourquoi le numérique est arrivé aussi tard, et pourquoi DJI a marché et pas le ProSat qui est en fait arrivé trop tôt, était trop cher. C'était encore le FPV n'était pas encore très démocratisé, pas très développé. Maintenant, on commence à vraiment le voir un peu partout, dans les clips, à la télé, dans les documentaires, on en voit partout. Enfin bref, ça commence à se démocratiser. Alors il y a 4 ans, eh ben, c'était pas trop le cas, c'était encore assez confidentiel. Là, ça commence à être connu. Bref, donc il y a plus de pratiquants. Et forcément, ce genre d'avancée a plus de répercussions et marche mieux qu'à l'époque. En plus, les prix baissent, vu que la technologie s'améliore. Voilà, voilà. Donc, revenons au galop sur nos moutons. Et parlons du sujet principal de cette vidéo, qui est le choix des frames. Et un peu, voilà, on va parler un petit peu de build, comment on construit un quad numérique. Est-ce qu'il faut forcément changer de frame, ou est-ce qu'on peut garder sa frame qu'on adore, qui à la base est un analogique, et y adapter soit un Vista, qui est un émetteur qui est plus petit, hein, qu'on peut mettre sur un stack soit en 20-20, soit au format Whoop, donc en 26.5 par 26.5, je crois, si je dis pas de conneries. Il faudra que je vérifie. Voilà. Mais écoutez, comme je vous ai dit en début de vidéo, moi je trouve que les frames HD sont moches. Donc je voulais pas utiliser une frame HD, je voulais utiliser une frame classique et pouvoir y caler mes air units. Et j'ai réussi. Voilà. C'est ce que j'ai mis sur mes frames GEP-RC Mark IV. Alors c'est pas forcément les meilleurs frames du marché parce qu'elles sont pas très rigides. Pour l'instant je n'ai pété aucune, hein, mais voilà, apparemment elles sont plutôt fragiles. Écoutez, moi j'en suis plutôt content. Et donc j'ai dû ruser pour pouvoir installer mes air units. Alors petite parenthèse, j'ai installé dessus des systèmes qui ont été inspirés par Fred Dauch, hein, qui a bricolé ce système-là. En fait, c'est un système de cran, en fait. On a une base crantée, des supports GoPro crantés, voilà, à plusieurs angles, ce qui permet en fait d'avoir un angle variable. Donc on choisit l'angle qu'on veut, et ensuite on n'a plus qu'à enclencher, attendez que je me mette bien en face, enclencher la GoPro et la rentrer dans les rainures. Bon là j'ai pas la rentrée jusqu'au fond, mais
Vous voyez un petit peu le système, c'est super pratique. Voilà. Du coup, on peut régler l'angle de la GoPro comme on veut. On peut même faire carrément du tilt négatif. Non, là je suis à 0 degré. On peut même faire du tilt négatif. Voilà, on peut vraiment régler l'angle comme on veut. Donc on a le même système sur le Vega. Voilà. Et notre gentil Telus me l'a adapté pour mes quads. Et donc, du coup, j'ai même une monture en dessous. Voilà, qui permet en fait, pour faire des plans de quad qui volent derrière moi, pour faire du suivi, en fait, il suffit que j'enclenche la GoPro comme ceci. Et voilà, j'ai le même système réglable derrière, ce qui permet en fait d'avancer et de pouvoir filmer derrière moi. Donc ça peut être un quad qui me suit, ça peut être un véhicule, ça peut être un cycliste, ce que vous voulez, mais voilà, ça permet de faire des plans arrière qui sont assez stylés, voilà, avec ce petit système de monture. Mais bref, ce n'était pas le sujet de la vidéo. On va passer à l'atelier, je vais vous montrer un petit peu, je vais vous expliquer comment j'ai installé mes Air Units dans des frames qui étaient à la base pas du tout prévus pour, voilà, en utilisant quelques petites astuces. Je vais vous expliquer un petit peu tout ça, et puis on va voir aussi comment on monte un Air Unit dans une frame normale. Voilà, donc on va passer à l'atelier, je vais vous montrer tout ceci, et ensuite on reviendra ensemble, face à face, pour faire une petite conclusion de tout ceci. Alors, voilà. Donc, j'ai monté 2 machines comme ça. Malheureusement, j'en ai perdu une à la montagne avant le confinement, mais j'avais 2 quads identiques, 2 quads jumeaux. Voilà. Donc, il m'en reste un. Voilà un peu comment c'est construit à l'intérieur. Je vais vous montrer des photos. Voilà. Et voilà en gros ce que ça donne une fois que c'est fini. Alors attendez, peut-être qu'il faut que je fasse le point. C'est mieux. Voilà, quand c'est net, c'est mieux. Donc voilà un petit peu ce que ça donne quand c'est fini. En gros, ce sont des frames classiques. J'ai choisi en fait de monter le Air Unit au-dessus de l'ESC. Attendez, peut-être un petit peu trop, peut-être un peu trop clair. Voilà. Non, on devrait être mieux. Juste au-dessus de l'ESC et en fait de mettre la FC à l'arrière. Alors rassurez-vous, le fait de mettre la FC à l'arrière, ça ne change absolument rien au comportement de vol. Elle s'en fout, qu'elle soit à l'arrière, à l'avant, au milieu, c'est pareil. Et du coup, ça m'a permis, sans changer les stand-off, sans changer quoi que ce soit, de pouvoir monter le Air Unit au-dessus comme ceci. En fait, il est scotché au double face 3M sur la top plate. C'est un double face comme ça, là. C'est comme celui qu'on trouve sur les bases des fixations GoPro. Ça tient super bien. Franchement, je me suis déjà craché, le Air Unit, il n'a pas bougé. Voilà. Et ensuite, je monte les antennes avec un petit support 3D que j'ai designé et qui permet de sortir les antennes à 60 degrés sur les côtés. Je peux mettre les batteries que je veux, ça bouge pas. Ça tape pas dans les hélices. On est bien, franchement, ma réception, elle est top. Et ça marche très très bien. Voilà, toujours avec mon système à angle variable. Et là, celui-là est fermé, j'ai un peu la flemme de l'ouvrir, mais je vais vous montrer un peu ce que ça donne à l'intérieur. Parce que j'ai monté un 7 pouces, voilà, qui est là, qui attend son Air Unit. Pareil pour le 6 pouces. Bon, c'est les mêmes frames, hein, c'est juste la longueur des bras qui change. Voilà, pareil, qui attend sur Air Unit. En fait, j'avais commandé 4 quads. J'ai buildé 4 quads. 2 en 5 pouces, 1 en 6 et 1 en 7. Voilà, donc ceux-là, il faut que je les finisse. J'attends les Air Units. Mais avec les Colissimo qui sont plus livrés dans le 92, c'est un peu compliqué. Donc voilà, en gros, voilà ce que ça donne. Voilà comment c'est monté. On va prendre le 6 pouces, il sera plus simple à manipuler. Voilà. Donc 8. Le SC qui est ici. Voilà. Plusieurs ressoyeurs qui sont collés pareil au double face sur les bras. Comme ça, si je dois changer un moteur, j'ai pas à tout dessouder. Je dessoude juste ici et je change mon moteur facilement. Voilà. Hop. À l'arrière, l'AFC. Alors du coup, oui, ce qui est un petit peu chiant, c'est qu'il faut rallonger le câble qui va de l'ESC à l'AFC. Voilà, c'est le seul truc un peu chiant. Et voilà. À l'avant, ici, j'ai fait pareil sur les 4. J'ai un bec réglable. Voilà, à tension variable. Je les règle
sur 12 volts. Voilà, ça peut sortir du 12 volts en 3 ampères. Ça prend du 6S en entrée. Hop, voilà, ça alimente le air unit. Voilà, et puis voilà, c'est tout, que dire de plus. Vous voyez, franchement, c'est très simple. Et ce sont des frames classiques. Voilà, si je prends par exemple, j'ai quoi là sous la main? On pourrait très bien faire la même chose avec un flow style. Voilà. Je pourrais mettre le SO au milieu, une FC en 20-20 derrière, et au-dessus, ici au milieu, leur unit, parce qu'il passe sans problème. En fait, leur unit, c'est un peu plus grand qu'une stack 30-30 en termes de taille. Donc ça passe au milieu d'une frame sans aucun problème. Voilà, il faut juste délocaliser la FC à l'arrière, ou sinon, vous mettez tout simplement des stand-off qui sont plus hauts pour pouvoir mettre le air unit au-dessus du stack et garder votre frame que vous affectionnez. Voilà. En fait, voilà. Du coup, c'est beaucoup plus simple à mettre dans une frame normale que le... hop là, excusez-moi. Que le premier système dont je vous parlais, là, le ProSide, qui lui est plus long en fait. Il ne rentre pas au niveau du stack central en fait. C'est beaucoup trop long. Il est super fin, mais il était long. Du coup, c'était super chiant à monter. Il fallait vraiment des frames spécifiques développés pour, parce qu'il était compliqué à rentrer, quoi. Après, il y a des frames spécifiques développés pour le air unit, comme le AK47 HD. C'est l'un des rares que je trouve beau avec le Vega. Voilà, je n'ai pas encore fini de le monter, parce que pareil, j'attends l'air unit encore. Voilà, où là, tout simplement, on a notre stack classique ici, donc avec le SC, l'AFC par-dessus, et on met à l'arrière soit un air unit, soit le Vista. Celui-là, c'est le batch 2, je crois. Donc, il n'y a pas les perçages en 20-20 à l'arrière. Mais sur les nouveaux AK47, je vais en recevoir là bientôt, là, donc je vais pouvoir vous montrer ça. Et on va en monter un ensemble pour que vous puissiez vraiment voir comment ça se monte. Mais en gros, on a aussi à l'arrière un stack. Je ne sais pas si c'est 30-30 et 20-20, mais en tout cas, je sais qu'il y a un stack 20-20 à l'arrière. Donc, on peut aussi monter un Vista derrière, donc qui est compatible avec le système DJI FPV. Après, quand on choisit le Vista plutôt que le Air Unit, du coup, attendez, il faut que je ressorte mon Flow Style. Du coup, il suffit de prendre une frame classique avec 2 stacks. Donc là, on monte son stack classique et derrière, on monte le Vista. Et alors, il faut savoir que le Vista, le problème, c'est que les premières versions, le câble était tout petit. Donc en fait, pour pouvoir le mettre à l'arrière et la caméra à l'avant, il fallait acheter en plus le câble comment ça s'appelle, du Air Unit classique. Donc ça faisait qu'il fallait acheter le câble à 20 € en plus, donc c'était plus cher, c'était chiant. Là, ils ont sorti, enfin c'est même pas une version 2, mais c'est une amélioration du Vista. En fait, maintenant ils le livrent avec un câble qui est plus long, il est même plus long que celui du Air Unit, il me semble. Je crois que le Air Unit il fait 8 cm, celui du Vista maintenant il fait 10 cm, donc on peut sans aucun problème mettre le Vista à l'arrière et la caméra à l'avant sans aucun souci. Et ça c'est plutôt cool. Alors je sais pas où on peut trouver le Vista avec le câble long. En tout cas, je sais que chez Drone FPV Racer, ils ont le Vista avec le câble long. Donc si jamais vous en avez besoin, allez sur Drone FPV Racer, commandez-le, ils ont la version avec le câble long. Voilà, écoutez, je pense qu'on va pas parler de ça 20 000 ans de plus. Tout ça pour vous dire que, voilà, que vous choisissiez de garder votre frame habituelle ou vous choisissiez de prendre une frame qui est développée pour accueillir le Air Unit, c'est vraiment une question de goût, de budget. En tout cas, c'est pas obligatoire de forcément changer la frame. Soit vous mettez la FC derrière et vous mettez le Air Unit au-dessus de l'ESC, soit tout simplement vous prenez comme ici, j'en avais acheté en plus, vous prenez des stand-off qui sont plus hauts. Hein, voilà, vous rajoutez 8 mm ou 1 cm, je sais pas, il suffit de calculer sur votre frame. Et vous mettez le Air Unit au-dessus de votre stack ESC plus FC et ça passe très bien. Voilà. Donc rassurez-vous, c'est pas compliqué à monter. Après, au niveau du wiring, c'est pas compliqué non plus. Si vous n'utilisez pas la radio du système DJI FPV, vous avez votre propre radio.
Il suffit de brancher le TX du R-Unit ou du Vista sur le RX, sur un UART RX de votre FC, et de brancher le UART RX du DJI sur un UART TX de votre FC, et ils sont connectés. Voilà. Ensuite, le plus et le moins, soit sur la LiPo si vous êtes en 4S, soit sur un bec qui sort du 12 ou du 16 volts si vous êtes en 6S, et voilà, tout roule. Après, il n'y a plus qu'à paramétrer et tout est bon. Voilà, vous récupérez votre ESD Falco X, Kiss ou Betaflight dans les lunettes et tout fonctionne. Maintenant, en plus, on a c'est géré depuis la nouvelle mise à jour qui est sortie hier. On peut afficher la flèche en fait qui vous indique d'où vous êtes parti. C'est pratique pour les longues ranges. Donc voilà. Et en plus maintenant on a une sortie HDMI si on est équipé d'un smart controller, mais ça on en parlera plus tard. Je vais récupérer celui du collègue. Puis je vous montrerai tout ça très bientôt. Voilà. Bon, on a fait le tour. Je vous ai montré comment on pouvait monter un R-Unit et un Vista dans une frame soit classique, soit dédiée au HD. Retournons faire la conclusion et puis voilà. Et bien voilà, vous avez pu voir qu'au final, c'est pas très compliqué. On peut adapter les R-Unit ou les Vista sur des frames classiques qui n'ont pas été développés spécifiquement pour être volés avec un système FPV HD. Ça marche très bien, moi j'en suis très content, très satisfait. Et au moins, je peux choisir des frames qui me plaisent. Donc voilà. Encore une fois, hein, je vous rappelle que... parce que c'est vrai qu'apparemment, il y a eu des incompréhensions dans la dernière vidéo. On peut tout à fait voler avec un quad analogique en utilisant les lunettes DJI. Et c'est bien pour ça que dessus, j'ai installé mon RapidFire, qui est un VRX, un récepteur vidéo, en fait, tout bêtement, analogique, qui en fait envoie le signal analogique dans la prise AV-in des lunettes et qui permet de pouvoir voler en analogique. Ce qui fait qu'on peut très bien avoir une flotte en partie numérique et en partie analogique et voler avec les deux, avec les mêmes lunettes. Et ça, c'est très important, et c'est d'ailleurs pour ça, encore une fois, que je suis passé au système DJI. Donc voilà, tous mes quads ne sont pas encore numériques, hein. Il y en a encore une bonne partie qui sont analogiques. Voilà, donc on a pu voir un petit peu tout ça, faire un petit retour sur la genèse du FPV. Écoutez, si ça vous plaît que je vulgarise un petit peu les choses, que je ne sois pas toujours tout le temps très technique et que je prenne en compte aussi ceux qui sont tout nouveaux dans le hobby, dites-moi, hein, j'essaierai de faire des efforts à ce niveau-là. Voilà, que je sache un petit peu qui est mon audience, en fait, quels sont ceux d'entre vous qui sont complètement débutants, ceux qui ne pratiquent pas du tout, qui s'y intéressent, les chevronnés. Il y en a certainement beaucoup qui sont bien plus calés que moi d'ailleurs sur le sujet. Mais voilà, c'est intéressant voilà, de pouvoir échanger, de savoir quel contenu vous plaît en fait, tout simplement. En plus on a du temps, là on est confiné, donc ça permet un petit peu d'ajuster un peu mes vidéos, c'est toujours intéressant. En tous les cas, moi c'est toujours un plaisir de partager avec vous mes connaissances et mes passions, en espérant que ça dure encore longtemps et qu'on sera de plus en plus nombreux. Voilà, encore une fois, ceux qui veulent me poser des questions techniques, n'hésitez pas à vous inscrire sur le groupe Facebook. Voilà, ce sera un plaisir de discuter avec vous et de répondre à vos questionnements. Et puis voilà, on a fait un petit peu le tour aujourd'hui. Que vous dire de plus? Pas grand-chose. Portez-vous bien, faites attention à vous et vos proches. Et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!